Mes parents l'ont exigé au tribunal. Je subviens aux besoins de l'enfant que mon mari a eu avec ma sœur. Je m'appelle Maya Cole, à 34 ans, je pensais avoir enfin construit une vie dont ma mère serait fière. Je possédais une petite marque de mode durable en pleine expansion dans un quartier noir à la périphérie de Riverview, en Géorgie. J'étais mariée, j'étais propriétaire de la maison de ma mère et je luttais contre vent et marée pour garder ma famille unie. Ironie du sort, tout ce qui a failli me détruire a commencé dans cette même maison. Le jour où je me suis retrouvée au tribunal face à mon ex-mari et ma demi-sœur, leur avocat a tenté de convaincre le juge que je leur devais de l'argent et un logement pour le bien de la famille et de l'enfant. Ma sœur était assise là, son bébé dans les bras, mon ex-mari était assis à côté d'elle. Mon père et ma belle-mère étaient assis derrière eux, comme des supporters enthousiastes. Ils pensaient que j'étais acculée, mais la vérité était simple. Ils ne cherchaient pas seulement de l'aide. Ils convoitaient mon entreprise et la maison de ma mère. Et j'avais des preuves. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au début du temps où ma mère était encore en vie. Elle s'appelait Laura Nicole. C'était une couturière noire, pleine d'idées, qui vivait dans une petite maison où flottait toujours une odeur d'amidon et de beurre de karité. Mes premiers souvenirs sont ceux de tissus colorés drapés sur des chaises et de sa voix qui fredonnait en épinglant des robes sur un mannequin. Puis, d'un coup, elle n'est plus là. Sans longue maladie, sans adieu lent. Une semaine, elle prenait des mesures chez une cliente. La semaine suivante, je me trouvais au milieu d'un enterrement bondé, me demandant comment le monde pouvait encore tourner. Après sa mort, mon père, Everett, s'est remarié rapidement. Sa nouvelle épouse, Denise, avait un parfum capiteux, des opinions bien tranchées, et plus tard, une petite fille, ma demi-sœur, Tiana. Dès le départ, il était clair qui était censé être le personnage principal de cette nouvelle famille. Ce n'était pas moi. C'est toi la grande sœur, Maya. Occupe-toi d'elle, répétait Denise chaque fois que Tiana renversait quelque chose, refusait de manger ou hurlait à s'en casser la voix. Si Tiana renversait du jus, je me faisais gronder parce que je ne la surveillais pas. Si Tiana cassait quelque chose, j'aurais dû le mettre en sécurité. Papa se disputait rarement avec Denise. Il soupirait et disait « Ne t'inquiète pas pour ta belle-mère, Maya. On a déjà assez à faire. » J'ai vite compris que mes sentiments importaient moins que de préserver la paix. Le pire jour fut celui où, en rentrant, j'ai trouvé Tiana dans ma chambre, ma boîte secrète ouverte. À l'intérieur, il ne me restait que les derniers souvenirs de ma mère. Son médaillon en argent, quelques photos et une petite robe bleu ciel qu'elle avait commencé à coudre avant de mourir. La robe gisait par terre, déchirée en deux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je murmuré. Tiana haussa les épaules. Elle était trop petite. Je l'ai essayé. Tu peux la réparer. Tu aimes coudre, de toute façon. J'ai apporté la robe abîmée à Denise, en espérant qu'elle me défendrait enfin. A eu lieu de cela, elle m'a fusillé du regard. Pourquoi laisserais-tu quelque chose d'important à la portée d'un enfant ? A-t-elle lancé sèchement. C'est ta faute, pas la sienne. Papa a simplement acquiescé. Ce soir-là, assise sur mon lit, ma robe déchirée sur les genoux, j'avais faim car on m'avait envoyée dans ma chambre sans dîner. Et j'ai compris quelque chose. Il n'était pas seulement injuste. Il me montrait clairement ma place dans cette maison. Des années plus tard, lorsque l'avocate est venue avec le testament de ma mère, j'ai eu l'impression que Lorna, descendue du ciel, posait une main sur mon épaule. J'avais une vingtaine d'années, je travaillais à temps partiel dans une petite boutique de vêtements et j'économisais le moindre sou. L'avocate, une femme noire calme aux cheveux afro impeccables, était assise à notre table de salle à manger bancal. Baignée de soleil. Elle me fit glisser des papiers et dit « Votre mère vous a légué cette maison uniquement à vous, Maya. Pas à votre père. Pas conjointement, à vous seule. » Denise se tut. Papa fixait la table. Je sentis ma gorge se serrer. « Alors, la maison est à moi ?» demandai-je. « Légalement. » « Oui, » répondit l'avocate. « Votre mère a été très claire. » Dès que la porte se referma derrière elle, Denise prit sa voix la plus douce. « Vous n'allez pas nous mettre à la porte, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « On est de la famille. Ta petite sœur a grandi ici. » Papa ajouta doucement, « On a tous vécu ici ensemble. C'est la maison de chacun. » J'aurais dû poser des limites tout de suite. Toujours en proie à la douleur et au besoin d'appartenir à un endroit, j'ai dit « Personne ne part.
Vous pouvez rester. Ils ont souri comme s'ils avaient gagné quelque chose. Je croyais maintenir la famille unie. J'ignorais que je venais de leur offrir le terrain idéal pour tenter de tout me prendre plus tard. Alors qu'ils vivaient dans la maison de ma mère comme si c'était la leur, je suis montée au grenier par un bel après-midi et j'y ai trouvé un portfolio des anciens dessins de maman. Des silhouettes audacieuses. Des femmes noires aux formes généreuses, vêtues de robes qui flottaient comme une mélodie. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus me contenter d'être la petite Maya serviable. J'allais, moi aussi, construire quelque chose qui porte mon nom. Après que le testament de maman a fait de la maison ma propriété, un déclic s'est produit en moi.s si elle comptait squatter chez moi comme des invitées permanentes et désagréables. J'allais au moins faire en sorte que ma vie ne soit pas liée à la leur pour toujours. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires à la boutique, à repasser les robes, à rectifier les ourlets, à écouter les femmes parler de leur corps, de leur vie, et de la façon dont une belle tenue pouvait égayer une mauvaise journée. J'observais le mouvement des tissus, je voyais les femmes s'illuminer lorsqu'elles se sentaient bien dans leur peau. Pendant mes pauses, je dessinais tard dans la nuit, quand la maison était calme, j'étendais du tissu sur la table de la salle à manger et je faisais des essais. Un après-midi, une cliente régulière de la boutique, Madame Rochelle, une créatrice noire réputée de la ville, m'a surprise à gribouiller entre deux clients. Elle a pris mon carnet de croquis et l'a feuilleté lentement. « Ce sont les vôtres » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je répondu nerveusement. « Juste des idées. » Elle a hoché la tête, pensive. « Vous avez le don de votre mère » a-t-elle dit. « Ne le gaspillez pas. » « Tu as déjà pensé à lancer ta propre marque » ai-je demandé en riant. « Avec quel budget ?»« Commence petit » a-t-elle répondu. « Important, une table sur un marché, et tu verras. » L'idée a fait son chemin. 1 an plus tard, je vendais des robes simples et bien coupées, confectionnées à partir de fins de série et de tissus naturels, sur les marchés en plein air. Rien de sophistiqué, juste des lignes épurées, du coton doux et des pièces qui taillent comme de vraies femmes noires, pas comme des mannequins. J'ai appelé ma marque Lorna Lynn Studio. Un samedi ensoleillé, lors d'une foire commerciale locale, des tentes étaient alignées dans une rue piétonne, de l'afrobeat résonnait, des enfants couraient après des bulles de savon. C'est là que je l'ai rencontré. Il s'est approché de mon stand, vêtu d'une chemise claire, les cheveux soigneusement coupés et un sourire avenant aux lèvres. « Vous avez fait tout ça vous-même » demanda-t-il en examinant mes robes et ma banderole. « Oui » répondis-je, j'ai cousu, étiqueté, stressé, recommencé. Il rit. « Je suis André Miller » dit-il. « Je suis comptable. J'aide les petites entreprises noires à rectifier leurs comptes avant que le fisc ne vienne frapper à ma porte. » Nous avons longuement discuté des marges bénéficiaires, des frais d'expédition, de la propriété par les Noirs et de la difficulté de bâtir quelque chose quand la famille voulait profiter des fruits de son travail sans jamais y mettre un terme. Il ne prit pas mes inquiétudes à la légère. Elle a décortiqué les choses, m'a expliqué comment mieux suivre et mieux planifier. Il m'a proposé d'examiner mes comptes en détail autour d'un café. Son sourire était chaleureux. Ses questions étaient pertinentes. J'ai accepté. Notre première rencontre a eu lieu à la terrasse d'un café. Parasol déployé, protection solaire optimale, nos tableurs étalés entre nous. André a étudié mes notes et mes impressions. Vous vous en sortez bien pour quelqu'un qui gère tout ça seul, a-t-il dit. Mais tu te sous-estimes et tu t'épuises au travail. Tu as besoin de structure. Tu as aussi besoin de quelqu'un qui gère l'argent et qui ne soit pas déjà en train de coudre jusqu'à minuit. Ça faisait mal, parce que c'était vrai. Le café a mené à d'autres conversations. D'autres conversations ont mené à de longues promenades. De longues promenades ont mené à des mains douces, à des secrets partagés et au sentiment que, pour une fois, quelqu'un me choisissait. 1 an et demi plus tard, nous étions sous un arbre dans un parc public. Veux échanger en plein air, en journée, juste des chaises, la famille, les amis et le soleil. Pas de salle de bal, pas de lustre, juste nous deux. J'ai regardé André et j'ai pensé, enfin, quelqu'un qui est de mon côté. À mesure que le studio Lorraine prenait de l'ampleur, la pression augmentait. Plus de commandes, plus de clients, plus de dépenses. Je gérais la partie créative, les essayages, le personnel, et j'essayais de tenir la comptabilité. Un après-midi, au studio, alors que le soleil inondait la pièce et que des reçus jonchaient mon bureau, André s'appuya contre l'encadrement de la porte.
Tu ne peux pas continuer comme ça toute seule, dit-il. Il te faut un directeur financier. Un vrai. Je n'ai pas les moyens de me payer un directeur financier, répondis-je point. C'est du niveau des grandes marques. Il secoua la tête. Tu es déjà une grande marque. Tu fais juste semblant du contraire. Laisse-moi t'aider officiellement. Confie-moi les finances. Je veillerai à ce que tout soit en ordre pour que tu puisses te concentrer sur la création. J'hésitais. Mélanger mariage et argent m'effrayait, mais il m'avait déjà aidé de manière informelle. Il connaissait la comptabilité. Il semblait prudent, discipliné. Si je ne peux pas faire confiance à mon mari, à qui puis-je faire confiance? Me suis-je dit. Nous avons signé un contrat. Mon avocat l'a examiné. Sur le papier, tout était en ordre. André est devenu le directeur financier officiel de ma marque. Les factures étaient payées à temps. Les négociations avec les fournisseurs se sont améliorées. Il a mis en place des rapports clairs, des bilans mensuels et des prévisions de croissance. Pendant un temps, cela m'a semblé être une bonne décision. L'erreur suivante prit la forme de ma demi-sœur, Tiana. Un jour, Denise débarqua au studio en plein milieu de la journée, son sac à main à la main, l'air d'une inspectrice silencieuse. « Cet endroit est sympa, dit-elle. C'est vraiment toi qui as fait tout ça. » Je connaissais ce ton. Il annonçait toujours une demande. « Que veux-tu, Denise ?» demandai-je. Elle soupira théâtralement. « Ta sœur cherche du travail, dit-elle point. Elle vient de terminer une formation en marketing digital. Il vous faut quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux. C'est de la famille. Embauchez-la. » Je la fixai du regard. Tiana se fiche de cette affaire, dis-je sans ménagement. Elle a passé des années à traiter mes robes de tenue de catéchisme pourtant bien pensantes. Denise eut un sourire narquois. Elle est jeune. Elle plaisante. C'est toi qui devrais l'aider. C'est toi qui as la maison et l'entreprise. N'oublie pas qui t'a élevé. Cette dernière phrase m'a fait serrer les dents. Ce soir-là, j'ai parlé à André sur notre petite terrasse. Le soleil était encore haut. Je ne fais pas confiance à Tiana pour mes affaires, ai-je dit. Mais si je refuse, ça va créer des problèmes à la maison. André s'est penché en arrière, comme pour dire, deux sœurs noires qui travaillent ensemble sous le nom de ta mère, ça fait bien. Il a ajouté, donne-lui un petit rôle. Surveille-la. Si elle fait une erreur, tu pourras dire que tu as essayé. J'ai encore cédé. Nous avons embauché Tiana à temps partiel pour gérer les réseaux sociaux et le contenu. Au début, ça allait. Elle publiait des vidéos des coulisses, faisait quelques réels, essayait des vêtements devant le miroir du studio. Les clients appréciaient de voir la petite sœur du propriétaire en ligne. L'engagement a augmenté, mais la vérité a vite éclaté. Elle arrivait en retard, manquait les publications programmées et passait plus de temps à prendre des selfies qu'à créer du contenu pour la marque. Quand je lui rappelais les échéances, elle levait les yeux au ciel. « C'est pas si grave, Maya, » disait-elle. « C'est juste Instagram. » Pendant ce temps, je sortais d'un essayage et je la voyais assise sur le seuil de la porte d'André, riant à quelque chose sur son écran. Quand j'entrais, il se taisait un peu trop vite. Mon estomac n'aimait pas ça. Ma raison me disait de ne pas tirer de conclusions hâtives. On m'avait toujours dit que j'étais trop sensible, trop méfiante. Alors, au lieu de les confronter, j'observais. Les petits tracas s'accumulaient. Tiana restait tard pour finaliser une campagne, même si je n'en voyais pas les résultats en ligne. André restait plus souvent tard que nécessaire pour boucler les comptes. Ils échangeaient des regards complices en réunion. Persuadés que je ne les remarquais pas un bel après-midi, Rochelle me surprit à les contempler. « Tu le vois, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que je vois, » répondis-je. « Et j'ai peur d'avoir raison. » Elle me regarda fixement. « N'essaie pas de te convaincre du contraire de ce que ton intuition essaie de te dire. Sois simplement attentive et ne signe rien que tu ne comprennes pas. » Alors, j'ai commencé à être plus vigilante. Je ne savais pas encore que leur complot n'était pas qu'une simple trahison émotionnelle. Ils construisaient quelque chose dans mon dos avec mon argent. La vérité n'a pas éclaté lors d'un grand moment dramatique. Elle est apparue discrètement, en plein jour, un jour de semaine comme les autres. J'étais dans mon bureau un matin, le soleil inondant la pièce à travers les stores, lorsque Lorraine,
ma comptable, a frappé à la porte, son ordinateur portable serré contre elle. « Maya, tu as une minute ?» a-t-elle demandé. « Oui, entre » ai-je répondu. Elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers moi. « Je vérifiais les paiements », dit-elle. « Et j'ai remarqué une entreprise que je ne connaissais pas. Tiens, Creative Group. De petits paiements, mais réguliers. Tous approuvés par André. » Je fronçai les sourcils. « Tiens qui ?» Lorraine secoua la tête. « Aucun dossier fournisseur. Aucun contrat, aucune preuve de travail, juste des honoraires de consultant et la signature d'André. » J'eus un mauvais pressentiment. Peux-tu vérifier à qui ça appartient ? Ai-je demandé. 2 heures plus tard, elle est revenue avec la réponse. Trouvé, a-t-elle dit. Ten Creative Group était enregistré au nom complet de Tiana. Ma sœur, celle qui est sur ma liste de paie, celle qui est déjà rémunérée pour le marketing. Je suis restée figée, les yeux rivés sur l'écran. La voix de Lorraine s'est adoucie. Maya, ça ne ressemble pas à une erreur. On dirait plutôt que de l'argent quitte votre entreprise pour aller directement chez votre sœur, et ce, à 2 reprises. Je l'ai remercié, lui et conseillé de bien conserver tous les documents et d'en faire des sauvegardes, puis je suis allée trouver Malik, notre informaticien. Nous nous sommes installés dans un petit coin du studio, la lumière du soleil se reflétant sur ses écrans. Je dois savoir si André a envoyé des courriels liés à TN Creative Group, ai-je dit. Tout ce qui est passé par le système de notre entreprise. Malik acquiesça, les doigts déjà frénétiques sur le clavier. Si notre domaine est passé, il y a des traces, dit-il. Plus tard dans l'après-midi, il m'appela. Tu devrais t'asseoir, dit-il doucement. Sur son écran s'affichaient des échanges de courriels entre l'adresse professionnelle d'André et une adresse de groupe tn.creative.group avec le nom de Tiana.au début. C'était du business. Projet pour la marque, transfert discret de clients importants, lancement d'une nouvelle marque, utilisation de mes créations comme modèle. Puis le ton a changé. Elle est trop occupée à coudre pour s'en apercevoir, avait écrit André. Une fois qu'on aura transféré suffisamment de clients, on n'aura plus besoin de sa boutique. Un autre message de Tiana. Et une fois qu'on aura trouvé la maison, on aura un pied-à-terre. Denise dit qu'on va la pousser jusqu'à ce qu'elle craque. J'ai dégluti difficilement. Il parle de la maison de ma mère. Malik a acquiescé. Oui, il l'évoque à plusieurs reprises. Puis est venue la phrase qui m'a glacé le sang. Le bébé nous donne un moyen de pression, a écrit Tiana dans un courriel. Si elle refuse de nous aider de son plein gré, on la fera passer pour une personne sans cœur. Le bébé. Ai-je murmuré. Malik a cliqué sur une pièce jointe. Une photo s'ouvrit. Un tout petit bébé aux cheveux bouclés et aux yeux d'André, enveloppé dans une couverture à motifs. En dessous, Tiana avait écrit « Notre petit moyen de pression ». J'en eus le souffle coupé. Pas seulement de l'infidélité, pas seulement du vol, un enfant, le bébé de mon mari et de ma sœur. Et il comptait se servir de ce bébé comme d'un moyen de pression pour me soutirer de l'argent et un logement. Je ne pleurais pas. Pas à ce moment-là. Je me suis tue d'un coup, d'une façon qui m'a même effrayée. Ce soir-là, alors que le soleil n'était pas encore levé, j'ai retrouvé Rochelle dans un petit parc près du studio. Des enfants jouaient. Une musique s'échappait d'une enceinte. Le monde continuait de tourner comme si ma vie ne s'effondrait pas. Je lui ai tendu les courriels imprimés et les synthèses financières préparées par Lorraine. Elle a lu en silence, la mâchoire serrée. Il te croyait vraiment aveugle, finit-elle par dire. Ton mari, ta sœur, tes parents qui vivaient chez toi, tous en train de comploter contre toi. Je me sens bête, avouai-je. Comme si tout le monde l'avait vu sauf moi. Rel secoua la tête. Non, tu as fait confiance à des gens qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Dit-elle. Ce n'est pas de la stupidité, c'est du cœur. Ce sont eux qui devraient avoir honte. J'ai expiré, la voix tremblante. Que faire maintenant? Ai-je demandé. Les mettre à la porte. Aller sur Internet. Tout raser. Elle m'a lancé un regard. Tu prends d'abord un avocat. Pas un lâche. C'est ainsi que j'ai rencontré Simone Harris, une avocate noire spécialisée dans les litiges immobiliers et commerciaux complexes, souvent liés à la famille. Nous étions assises à une petite table en terrasse, devant son bureau. Mon classeur entre nous,
le soleil de l'après-midi sur nos visages. Simone a tout feuilleté, le testament de maman, l'acte de propriété, les relevés bancaires, les notes de Lorraine, les échanges de courriels de Malik. Juridiquement, m'a-t-elle dit, vous êtes en bonne position. La maison est à toi seul. Le testament de ta mère est incontestable. Ton mari et le second foyer de ton père n'ont aucun droit légal sur elle. J'ai hoché la tête en serrant ma tasse. Et l'argent ? Ai-je demandé. André a profité de sa position pour transférer des fonds de l'entreprise vers une société liée à Tiana, sans aucun service approprié. Simone a dit, c'est de la fraude. Ces messages révèlent une intention. Le bébé est émotionnellement perturbé, mais légalement, vous ne leur devez aucune pension alimentaire. Je fixais les papiers, partagés entre la fureur et un étrange soulagement. Tu ne réponds pas en ligne, ajouta Simone. Pas encore. Tu sécurises tout d'abord, et s'ils insistent, on riposte comme il faut. C'est donc ce que nous avons fait. Le lendemain, en plein jour, j'ai convoqué une réunion rapide avec l'équipe au studio. L'équipe s'est rassemblée. Les couturières, les stagiaires, Lorraine, Malik. La lumière du soleil inondait la pièce, illuminant les portants de robes. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix restait calme. Je dois vous annoncer un changement de direction, dis-je. À compter d'aujourd'hui, André ne s'occupe plus des finances. Tiana n'est plus notre responsable marketing. Leur accès au compte de l'entreprise est révoqué. Un murmure parcourut la pièce. Juste au moment où Q retentit, André sortit de son bureau. Tiana pivota sa chaise vers nous. « Maya, qu'est-ce que c'est ?» demanda André, essayant de garder son calme. Je me tournai vers eux. J'ai des preuves de transfert d'argent de cette entreprise vers une société enregistrée au nom de Tiana, dis-je. Approuvé par vous. J'ai aussi des emails où vous discutez tous les deux d'utiliser mes clients, mes créations et la maison de ma mère comme moyen de pression. Tiana ricana. Tu vas vraiment étaler nos affaires familiales devant tes employés ? Lança-t-elle sèchement. Tu en as fait une affaire d'entreprise quand tu m'as volé, rétorquai-je. André serra les dents. On peut en parler en privé, dit-il. Tu exagères. Tu ne comprends même pas la moitié de ce que tu vois. J'ai failli rire. J'en sais assez pour savoir que vous êtes tous les deux renvoyés, dis-je. Simone vous contactera. Vous devez quitter ce bâtiment. Lorraine leur tendit à chacun une enveloppe. Malik se tenait près de la porte, calme mais prêt à bondir. Tiana me fusilla du regard. Tu es pathétique, siffla-t-elle. Tu crois vraiment que les gens vont prendre ton parti plutôt qu'une mère et son enfant? André se pencha vers moi, la voix basse. Tu vas le regretter, m'a-t-il prévenu. Tu ne peux pas gérer tout ça toute seule. J'ai esquissé un sourire, léger, fatigué, mais sincère. Vous allez voir, ai-je dit. Ils sont partis en colère, mais ils sont partis. Mon équipe est restée. Tante Bev m'a serré le bras. On en a assez vu, a-t-elle dit doucement. On est avec toi. Pour la première fois depuis des jours, je me suis autorisée à respirer. Bien sûr, ils ne sont pas partis sans faire de bruit. 2 matins plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Tiana s'était connectée sur X. Elle avait posté une photo d'elle tenant le bébé dehors, en plein jour. La douce lumière du soleil éclairait leur visage. Sa légende disait « Imaginez avoir une sœur qui réussit, avec une grande maison et une marque de mode, mais qui refuse d'aider sa propre nièce. » Je n'aurais jamais voulu le dire publiquement, mais j'ai le cœur brisé. Mon enfant est innocent. La famille devrait être présente, pas vous abandonner quand vous avez besoin d'elle. Elle a tagué ma page professionnelle. Dans une autre publication, elle a écrit « J'ai été licenciée pour avoir demandé un soutien de base et une part équitable de ce que nous avions construit ensemble. » Certains oublient d'où ils viennent une fois l'argent arrivé. Denise a republié le message « La famille avant tout », a-t-elle écrit. C'est triste de voir des gens accorder plus d'importance à l'argent qu'au lien du sang. Le père a également partagé le message, ajoutant « Je n'aurais jamais cru que ma propre fille nous tournerait le dos comme ça. » Les commentaires ont afflué, elle est sans cœur. Comment une femme peut-elle laisser tomber le bébé de sa propre sœur? Le succès change les gens. Personne ne savait que le bébé était d'André. Personne n'était au courant du vol d'argent. Personne ne connaissait la fausse entreprise.
Ils m'ont dépeinte comme la méchante. Froide, égoïste, avide. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler les messages, mais je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Au lieu de cela, j'ai tout transféré à Simone. Elle m'a appelé alors que le soleil était encore haut. Laisse-les parler, a-t-elle dit calmement. Ils inventent une histoire qu'ils ne peuvent pas prouver. Nous, on construit un dossier solide. J'ai pris une profonde inspiration, en observant mon atelier. Les robes, les machines, les collègues qui avaient choisi de rester. Ils avaient abusé de ma confiance. Ils n'auraient pas mon avenir. La suite ne se jouerait pas sur les réseaux sociaux. Ce serait au tribunal. Quand on arriverait au tribunal, Internet aurait déjà pris parti. Tiana s'était présentée comme la mère célibataire qui galérait. André, comme le père travailleur, contraint de quitter l'entreprise. Moi, j'étais la sœur froide et égoïste, propriétaire d'une grande maison et sans cœur. Mais le tribunal se moquait des hashtags. C'était un matin clair et lumineux quand j'ai gravi les marches du tribunal du comté de Riverview, Simone à mes côtés. Le soleil frappait les pierres avec une telle intensité qu'on sentait la chaleur se réfléchir à l'intérieur de cette salle d'audience glaciale. Ils étaient tous là, à attendre. André, dans un costume trop tiré à 4 épingles pour la situation. Tiana serrait le bébé contre elle comme un bouclier. Denise et mon père étaient assis derrière eux, tels des parents fiers. Leur avocat a plaidé en premier. Il a affirmé que la maison était un domicile familial, qu'André avait contribué à bâtir ma marque et que Tiana avait participé au marketing. Elle a même insinué que j'avais le devoir moral de subvenir aux besoins du bébé et de lui donner une part de la propriété et de l'entreprise. Je suis restée assise là, les mains jointes, à écouter des mensonges débités sans sourciller. Puis ce fut au tour de Simone. Elle se leva calmement, fit glisser un classeur vers elle et dit « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une femme qui abandonne sa famille. Il s'agit d'une affaire de fraude, d'exploitation et d'une tentative organisée visant à déposséder ma cliente de ses biens et de son entreprise. Elle a commencé par la maison, le testament de ma mère me désignant uniquement comme propriétaire, et l'acte de propriété à mon nom. Preuve que Denise et mon père y vivaient à ma discrétion, et non en tant que copropriétaires. L'idée que cette maison appartienne à la famille est d'ordre émotionnel, et non juridique. Simone a déclaré que, légalement, cela ne concernait que Mademoiselle Cole. Puis elle a abordé la question de l'argent. Lorraine avait préparé des rapports impeccables. Des paiements à TN Creative Group, la société de Tiana. Les approbations d'André, aucun contrat, aucune facture, aucun livrable. Les fonds de l'entreprise avaient été détournés vers une société écran liée à la demi-sœur de Mademoiselle Cole, a affirmé Simone, sans aucune justification commerciale légitime. Vint ensuite le travail de Malik. Les courriels, Simone les a détaillés avec soin. Des messages où André et Tiana évoquaient le transfert de clients vers leur propre marque. Des textos mentionnant l'utilisation de la maison et la pression exercée sur elle jusqu'à ce qu'elle craque. Des allusions au bébé comme moyen de pression. Un silence de mort s'installa. Le visage de la juge se durcit tandis qu'elle lisait les mots à haute voix. Une fois que nous aurons récupéré sa maison et ses clients, il ne lui restera plus rien. Le bébé nous donne un moyen de pression. Si elle ne coopère pas, on la fera passer pour une personne sans cœur. La juge les observa par-dessus ses lunettes. « C'est vous qui avez écrit ça ?» demanda-t-elle. André se redressa. Tiana fixait la table. Leur avocat tenta de protester, arguant que les courriels avaient été sortis de leur contexte. Simone était prête. Elle a présenté l'affidavit de Malik, confirmant que les messages provenaient de nos serveurs, sans avoir été modifiés. Lorraine a ensuite détaillé la situation concernant les fonds manquants. Simone a souligné que Tiana percevait un salaire et était secrètement rémunérée en tant que prestataire externe. Et le bébé, a insisté leur avocat, tentant une dernière approche. La famille ne devrait-elle pas intervenir ? Simone n'a pas bronché. L'enfant est innocent, a-t-elle déclaré. Mais Mademoiselle Cole n'est pas la mère. Elle n'a pas choisi cette grossesse, elle n'a pas créé cette situation et elle n'a aucune obligation légale de subvenir à ses besoins, surtout pas à ceux des adultes qui l'ont escroquée. Alors j'ai pris la parole. Je me suis levée, serrant légèrement la main, et j'ai dit « Je les ai hébergés chez ma mère pendant des années, rentrez. J'ai embauché mon mari. J'ai donné du travail à ma sœur.
Ils m'ont payé en volant mon entreprise et en complotant pour prendre la maison que ma mère m'a léguée à son décès. Et quand j'ai finalement dit non, ils ont essayé de me ruiner en ligne. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots, mais je n'ai pas détourné le regard. La juge a suspendu l'audience, puis est revenue avec son verdict alors que le soleil était encore haut dans le ciel. Ses paroles étaient claires. La maison restait entièrement mienne. André et Tiana n'avaient aucun droit légal sur ma marque ni sur mes biens. Les transferts financiers vers TN Creative Group devaient faire l'objet d'une enquête pour suspicion de fraude. Leur accès aux comptes et aux actifs de l'entreprise a été officiellement suspendu. Elle n'a pas mâché ses mots. Ce que je vois ici, a déclaré la juge, ce n'est pas une femme qui abandonne sa famille, mais une femme prise pour cible par des proches qui considéraient sa réussite comme un trésor à s'approprier, et non comme une source de respect. Denise était abasourdie. Papa s'est affalé sur son siège. André serrait les dents. Les yeux de Tiana s'emplirent de larmes, mais pas de ces larmes d'innocence. Je suis sortie de ce tribunal sans aucune excuse de leur part, mais avec quelque chose de bien plus important. La maison de ma mère était en sécurité, mon entreprise protégée, et tout ce qu'ils avaient tenté d'étouffer était désormais consigné. Gagner au tribunal, c'était une sensation agréable. Mais sortir de ce bâtiment n'a pas effacé comme par magie ce qui s'était passé. Je devais encore rentrer chez moi, dans cette maison qui avait été le berceau de mon enfance et qui résonnait désormais des complots de ceux qui voulaient me la voler. Je devais encore me présenter au studio et faire comme si je ne repensais pas à toutes les fois où André m'avait souri en face et m'avait menti. Au milieu de tout ça, il y avait un bébé qui n'avait rien demandé. Quelques semaines après le jugement, j'étais assise avec Simone à la terrasse d'un petit café. Le soleil de l'après-midi nous caressait les épaules. Des papiers s'étalaient de nouveau entre nous. Tiana et André risquent des poursuites pour fraude, m'a-t-elle dit. Leur situation financière est très précaire. Le bébé est pris entre deux feux. Je fixai mon verre. Je ne leur dois rien, dis-je doucement. Mais je ne peux pas faire comme si cet enfant n'existait pas. Elle est liée à moi par le sang, que je le veuille ou non. Simone acquiesça. Tu n'es pas obligé de les sauver pour la protéger. Kanchi dit, tu peux fixer des limites tout en agissant selon ta conscience. J'ai pensé à maman, à la façon dont elle ouvrait sa porte aux enfants du quartier qui avaient besoin d'un repas, même quand l'argent manquait. Je ne voulais pas devenir la femme que ma famille décrivait sur Internet, une personne froide et amère, uniquement intéressée par l'argent. Mais je ne voulais pas non plus laisser la culpabilité me replonger dans leurs problèmes. J'ai donc choisi une voie médiane, aider l'innocent, couper les ponts avec le coupable. Avec les conseils de Simone, j'ai accepté de subvenir directement aux besoins du bébé, sans passer par Tiana ni André. Des dépenses de première nécessité, un fonds à son nom pour plus tard, structuré de manière à ce qu'il ne puisse pas y toucher. Pas de garde partagée, pas de coparentalité, pas de tentative de réconciliation familiale, juste une protection pour un enfant qui n'a rien demandé. Retour au studio Lorraine. La vie a peu à peu trouvé son nouveau rythme. Lorraine s'occupait des finances. Malik a optimisé tous les systèmes. Nous avons embauché une nouvelle responsable des médias sociaux, une femme noire discrète et concentrée qui respectait réellement la marque. Rochelle m'a aidé à concevoir une nouvelle collection inspirée à la fois par la résilience et la douceur. La communauté s'est aussi mobilisée. Certains clients venaient simplement nous dire « Nous avons tout vu. Nous sommes ravis que tu aies tenu bon ». D'autres ont publié des photos d'elles en robe avec des légendes comme « Soutenez les femmes noires qui se construisent à partir de rien ». Les protestations de ma famille sur les réseaux sociaux se sont apaisées une fois que les documents du tribunal ont commencé à circuler. Des captures d'écran du jugement se sont propagées discrètement. Leur récit cruel de sœur n'a plus eu le même impact une fois que les gens ont découvert la vérité. Ils ne se sont jamais excusés. Ni André, ni Tiana, ni Denise, ni leur père. Mais j'ai cessé d'attendre. Un samedi ensoleillé, j'ai organisé un petit marché éphémère en plein air dans le parc municipal. Des portants sous des tentes, de la musique en direct, des enfants qui couraient partout. À l'orée du stand, une nouveauté, une banderole proclamait « Le fonds Laura Nicole » pour aider les femmes noires à prendre un nouveau départ. J'ai utilisé une partie de mes bénéfices pour créer une petite bourse afin d'aider d'autres femmes noires qui tentent de lancer ou de relancer leur entreprise, notamment celles qui traversent des drames familiaux, un divorce, une trahison ou qui doivent repartir de zéro. Lors du premier événement, je me tenais sur une petite estrade dans l'herbe, micro en main,
le visage baigné de soleil. Ma mère m'a laissé une maison et un cadeau de mes mains, ai-je déclaré à l'assistance. J'ai failli me laisser submerger par la culpabilité et la manipulation. Si vous vous sentez insignifiante parce que quelqu'un vous répète sans cesse que vous lui devez la vie, voici un signe. Vous avez le droit de protéger ce qui vous appartient tout en restant bienveillante. Des femmes acquiescèrent. Certaines s'essuyèrent les yeux. Plus tard, nous avons accordé la première bourse à une jeune femme qui vivait chez des amis après avoir quitté un foyer toxique et tenté de lancer sa propre ligne de soins naturels pour la peau. Quand je lui ai tendu l'enveloppe, ses mains tremblaient. « Vous êtes sûre ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri. « Absolument », ai-je répondu. Quelqu'un m'a un jour choisi alors que je n'avais pas grand-chose. Je ne fais que transmettre ce don. À la maison, l'atmosphère avait elle aussi changé. Denise et mon père avaient quitté la maison de ma mère depuis longtemps, contraints de partir suite à une décision de justice. J'ai repeint les murs, enlevé les vieux rideaux pour laisser entrer plus de lumière. J'ai transformé cette pièce, autrefois chaotique, en un espace doux et calme, rempli de livres, de jouets et de petits vêtements pour les visites du bébé, en présence d'un tuteur neutre. Je refusais que cet enfant grandisse en n'entendant qu'une seule version de l'histoire, celle où j'étais la femme qui l'avait abandonné. Elle grandirait en sachant cela. Il y avait une tante qui refusait d'être exploitée, qui refusait le manque de respect, mais qui, malgré tout, lui faisait une place. Non par culpabilité, mais parce que l'amour, lorsqu'il est sain, a des limites. Quant à moi, j'en garde encore des cicatrices. Il m'arrive encore de rester plantée devant ma machine à coudre, les vieilles accusations résonnant dans ma tête. Mais quand je regarde ma vie, le studio, l'équipe, la maison, les femmes que j'aide, je me souviens qu'elles ne m'ont pas créée. Elles ont essayé de me briser. Elles ont échoué. Si vous m'écoutez et que vous êtes toujours celle qui arrange tout, qui paie tout, qui encaisse les coups parce que c'est la famille, écoutez-moi bien. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Protéger son argent, sa maison, sa santé mentale n'est pas faire preuve de cruauté. On n'est pas condamné à la destruction simplement parce qu'on porte le même nom de famille ou qu'on a les mêmes origines. L'héritage de ma mère, ce n'est pas seulement la maison ou les robes. C'est cette leçon. On peut être généreux sans se laisser marcher sur les pieds. On peut pardonner sans revenir sur sa décision. On peut choisir de rester fidèle à soi-même tout en gardant un cœur tendre. Et si quelqu'un prétend le contraire, c'est qu'il n'a jamais vraiment été de votre côté.